le rappelle, vous avez été arrêté le 5 août dernier par les autorités mauritaniennes et livré au Sénégal qui avait émis un mandat d'arrêt à votre encontre. Nous allons donc essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent ce soir cette longue histoire. D'abord, pourquoi le Sénégal vous poursuivait-il? Où il y a eu 60 morts depuis mars 2021 dans le cadre de manifestations. Ce sont des tirs à balles réelles qui sont intervenus pour essayer d'empêcher donc cet homme, Ousmane Sonko, qui est connu parce qu'il avait dénoncé un scandale de corruption et qu'il a été radié de la fonction publique à cause de ça et qu'il est rentré en politique pour revendiquer son intégrité. Et bien cet homme que le système, et en particulier la bourgeoisie de Dakar, cherche à battre par tous les moyens, il a trouvé un peuple qui l'accompagne, qui le défend et qui est prêt à sortir, y compris sous la menace des balles, pour défendre ses idées et pour défendre son intégrité, alors même qu'il a été entre-temps accusé de viol, de corruption de la jeunesse, de toute une série en fait de faux éléments dans le seul but d'essayer de détruire sa symbolique. Mais peut-être que le peuple sénégalais est plus mûr que nous, politiquement parlant. Il sait ceux qui sont de son côté. Il sait qu'il doit prendre des risques pour le défendre et le préserver, y compris si cela coûte la vie. En France, nous avons connu quelque chose de très similaire avec les Gilets jaunes, un peu peut-être moins construit, structuré politiquement, avec moins de figures qui permettaient de le protéger, de l'incarner et éventuellement de transformer cette révolte en révolution. Mais il y a eu quelque chose de très similaire aussi, avec des outils de maintien de l'ordre, et aussi extrêmement violents, une répression, elle aussi, extraordinairement violente. Et donc cette expérience m'a amené de la France au Sénégal, où il y a encore aujourd'hui près de 1500 prisonniers politiques que l'on est chargé de défendre. Et dans ce cadre-là, évidemment, le pouvoir a réagi comme... Voilà, parce qu'on va être précis, hein, si j'en crois la presse, vous y poursuivi pour rien moins que, je cite, attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, séjours irréguliers et outrage à magistrats. D'où viennent toutes ces charges retenues contre vous? Oui, j'encours la perpétuité au Sénégal, comme j'encours de très nombreuses années de prison en France du fait de mon engagement. Et je trouve que dans cette similitude, là encore, il y a une démonstration de la porosité. En France, là, je fais évidemment l'objet de bien des procédures qui cherchent d'une part à essayer de m'éliminer du barreau de Paris parce que j'ai défendu les principaux opposants à Emmanuel Macron, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite. J'étais l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'étais l'avocat de Christophe Détinger, l'homme qui, en tant que gilet jaune, a dégagé un pont à main nue contre des gendarmes qui s'étaient comportés de façon très correcte d'ailleurs, sans monter en escalade, en comprenant qu'il y avait un rapport de force qui avait été momentanément perdu et qui a été écrasé par la suite de façon extraordinairement violente par la Macronie. J'étais l'avocat évidemment d'autres figures de gilets jaunes assez nombreuses. J'étais évidemment l'avocat de Piotr Pawlenski, aujourd'hui de personnalités comme Kémy Séba. Donc en fait, vous avez une sorte qu'on veut votre peau, quoi. Et de gens à droite comme Alexandre Juvin-Brunet, comme l'aviateur qui, avec la banderole destitution, s'est retrouvé lui aussi arrêté arbitrairement il y a quelques jours. Donc on représente une menace qui est assez importante. Et je ne le dis pas par fanfaronnade. Encore hier, dans la nuit, alors que je rentrais chez moi, quelqu'un d'une vingtaine d'années m'interrompt de façon assez agressive dans la rue et commence à m'alpaguer en me reprochant un certain nombre de propos que j'aurais tenus en se disant absolument scandalisé par, en gros, mon existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était la sœur de Gabriel Attal qui m'interpellait de cette façon et qui m'insultait, me menaçait et me disait tu vas voir ce qui va t'arriver, en faisant explicitement référence à des procédures dont je faisais l'objet. Je ne connais pas, je m'appelle Fanny Attal. Ça te dit quelque chose, Fanny Attal? Vous êtes déjà venu m'agresser une fois? Non, je crois pas, c'était ma sœur. Ah, donc vous bouclez... T'es dans la merde. Ah oui, pourquoi? Racontez-moi. Mais racontez-moi. Parce que votre petit frère va devenir ministre de la Justice, c'est ça? Je ne vous vois pas, tu sais très bien qui je suis. Cette fois, c'était le fils d'Agnès Buzyn, un garçon de 20 ans qui, visiblement, touché, parce que nous avons mis le point et le doigt sur des éléments qui sont particulièrement difficiles à entendre pour eux, mais surtout dangereux. Et c'est là où il faut qu'on ait conscience collectivement de la menace que l'on représente de par la liberté que l'on a acquis, notamment grâce aux réseaux sociaux et cette capacité à contourner temporairement et de façon limitée l'emprise qu'ils avaient sur les médias dans notre pays. Eh bien, cela les touche, je peux vous le dire, très profondément, au point où des membres de leur famille, lorsque vous passez devant eux, ne peuvent pas se retenir de venir vous voir pour vous menacer, vous pointer du doigt et vous dire de faire attention. Donc évidemment que ce qui s'est passé au Sénégal est probablement la pure extension du combat que nous menons en France, non seulement d'un point de vue idéologique, comme je le racontais jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'il y a eu utilité et instrumentalisation de ma situation au Sénégal par les autorités françaises pour tenter de m'y faire emprisonner. Rappelez-vous
que si j'étais poursuivi au Sénégal, c'est parce que 48 heures avant, le Quai d'Orsay, publiquement, annonçait qu'il me poursuivait parce que j'avais révélé que des agents français avaient participé à cette répression meurtrière contre le peuple sénégalais. Et il annonçait publiquement demander des poursuites au parquet. La ministre des Affaires étrangères, explicitement. 48 heures après, mandat d'arrêt international émis par le Sénégal contre moi. On voit la logique. Peut-être paradoxalement, pardon de me faire l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi ces autorités qui ont permis votre libération, non? Et j'ai suffisamment d'expérience, notamment avec ma défense de Julian Assange, mais aussi d'un certain nombre d'autres dissidents et opposants dans des dossiers internationaux, pour savoir comment fonctionnent ces appareils de pouvoir et comment ils utilisent justement ces coopérations internationales pour essayer de se débarrasser dans des pays tiers des personnes qui les mettent en difficulté. Et donc, je me suis rendu au Sénégal, malgré les menaces qui m'avaient été faites. J'ai donné une conférence de presse parce qu'au même moment, mon client, provocation, ça, au même moment, mon client venait d'être arrêté. Ousmane Sonko, favori pour les élections présidentielles de février 2024, venait d'être arrêté, vous savez pourquoi? Pour vol de téléphone portable. C'est un communiqué de presse du procureur à Dakar qui l'accuse d'être une sorte de Romain Michel qui, à un moment donné, viendrait voler, et pardonnez-moi pour, évidemment, pas stigmatisante, mais dans le sens commun du terme. Aujourd'hui, quelques heures après, face évidemment à la sidération que suscitait ce communiqué, on l'accusait de faits de terrorisme, de complot, d'attentat, exactement les mêmes faits dont j'ai été ensuite accusé. Bonsoir à tous. En février 2022, la France avait connu une vague de violence particulièrement inouïe, politique, suite à la mobilisation de citoyens contre le pass vaccinal dans le cadre d'un mouvement qui s'était appelé le Convoi des Libertés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une offensive médiatique, politique et policière seulement comparable à celle qu'avaient connue les Gilets jaunes. Ça nous amenait immédiatement à nous engager pour les protéger et nous placer à leur côté, à obtenir notamment que soit annulé grâce à une décision du Conseil d'État l'ensemble des amendes qui avaient touché les manifestants parisiens pédestres et aider près de 300 personnes à éviter d'avoir à débourser des sommes extraordinaires pour avoir tout simplement exercé leurs droits. C'était une de nos plus satisfaisante victoire récente parce qu'elle nous avait permis de nous sentir utiles auprès d'un très grand nombre de personnes en même temps, même s'il avait fallu faire un effort immense pour les accompagner. Mais ça n'avait pas permis d'empêcher le déferlement de violence politique qui avait eu lieu contre ces individus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images extraordinaires. Toutes ces personnes, nous avons eu l'honneur de les représenter, mais il y avait eu par exemple Sylvie qui avait été braquée sur les Champs-Élysées alors qu'elle conduisait sa voiture parfaitement normalement, Milan qui avait vu sa jambe brisée, qui avait été traîné sur des dizaines de mètres sans aucune considération alors que les membres pendaient. Et il y avait eu Étienne qui était un jeune étudiant de 18 ans en cinéma, qui filmait, qui était sur le côté et qui, lors d'une charge, alors qu'il ne participait pas aux manifestations, avait vu le crâne fracassé par un coup de matraque d'un membre des compagnies d'intervention. Nous avons accompagné toutes ces personnes, un certain nombre d'autres, dans la foulée de l'accompagnement que l'on avait mis en place auprès des Gilets jaunes, qui continue aujourd'hui encore. Avec Christophe Détanger, on est en cassation pour sa cagnotte. Vous vous souvenez, le boxeur Gilet jaune, on ne va pas le lâcher. Et il faut qu'il m'entende aussi à ce niveau-là, parce que je sais à quel point ça peut être dur pour lui. Avec des Gilets jaunes qui ont perdu la vue, comme Adrien, à Saint-Étienne. On était encore ce matin en audience pour le défendre devant le juge d'instruction. 4 ans après, on a réussi à faire ouvrir l'instruction alors que le parquet avait pesé tout son poids, ainsi que la police au préalable pour l'empêcher, et ainsi de suite. Et donc on est dans des sortes d'accompagnement de fond comme ça, qui nous amènent à parfois obtenir des victoires face à cette machine d'État particulièrement lourde, qui n'a qu'un objectif, figer dans l'impunité ces événements pour s'assurer qu'on ne remonte pas les responsabilités. Parce que notre objectif n'est évidemment pas de saccager la carrière d'un tel ou un autre, mais d'une part évidemment d'envoyer un signal quant au coût que cela aura, que de se conformer à des ordres illégaux, et surtout remonter les hiérarchies pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est notamment le cas avec Maxime Nicole, que l'on représente suite à son arrestation arbitraire le 14 juillet 2019 sur les Champs-Élysées aux côtés de Éric Drouet et de Jérôme Rodriguez. On veut savoir qui a donné l'ordre, parce qu'on sait qu'en fait les ordres ont été donnés politiquement de façon à satisfaire, en l'occurrence au président Emmanuel Macron, pour qu'il puisse avoir une forme de défilé tranquille, sans aucune inquiétude de la part de manifestants qui viendraient lui montrer à quel point il l'aimait. Donc tout cela nous demande une énergie folle, parce que la justice n'a pas envie d'enquêter sur ces questions, parce que les magistrats du parquet ont instruction de tout faire pour créer une chape de plomb, et parce que très naturellement, les policiers et les gendarmes ne veulent pas payer pour le politique.
eux sont pris en étau entre d'un côté la population à laquelle ils ressemblent très largement, même conditions de vie ou très similaires, même extraction sociologique, et la hiérarchie qui elle-même dépend du politique pour continuer à monter dans les échelons et tout simplement se voir récompensés, et qui en échange doit obéir à des ordres qui vont très souvent complètement contrairement à l'intérêt général. Et donc ça crée des cercles vicieux, déjà des cercles d'impunité qui font que les plus obéissants et les plus violents vont être récompensés, ce qui va décourager les personnes les plus nobles, ce qui va aussi tout simplement accompagner du manque de formation et de moyens, créer des cycles de violence particuliers. Et c'est ce qui s'est passé pendant ce convoi des libertés. Ce qui nous a intéressé pendant cette période, c'était vraiment ce déchaînement de violence extraordinaire auquel on avait assisté avec Louise Contogianis, qui est ma consoeur qui m'accompagne sur ces dossiers. C'est-à-dire que lorsque l'on allait en garde à vue dans les commissariats, on trouvait des personnes en sang qui avaient été arrêtées sans aucun motif, tout simplement pour empêcher et inhiber ce mouvement social qui finalement s'est révélé légitime, c'est-à-dire que le pass vaccinal s'est révélé comme étant un instrument de division du peuple français et qui n'avait que vocation à cela, c'est-à-dire à déresponsabiliser l'État de la faillite de sa politique sanitaire en créant des déchirements internes entre nous et évidemment à un prix très élevé en termes de liberté et quelque part de dignité. C'est ce qui explique aussi qu'on soit aux côtés de grands frères en Guadeloupe lors du grand mouvement insurrectionnel de fin 2021, qu'ils essayent de faire chèrement payer à un certain nombre de citoyens, notamment à Noël Daufour, mon client, qu'ils essaient d'incriminer pour d'autres motifs, pour essayer d'avoir un procès-spectacle qui permette de remettre en place l'autorité de l'État. Et donc tous ces citoyens, à chaque fois, payent cette sorte de panique de nos gouvernants massive face à la mobilisation de l'État, des citoyens, elle-même fruit de leur irresponsabilité, de leur incompétence. Souvenez-vous que cette offensive politique et policière s'était accompagnée de mobilisations de blindés annoncées par Didier Lallemand. Didier Lallemand qui a indiqué dans sa biographie que c'était le mouvement qui lui avait fait le plus peur avec les Gilets jaunes, et même, c'est dans mon souvenir, au-dessus de celui des Gilets jaunes, parce qu'il lui semblait parfaitement incontrôlable, d'où la nécessité de sortir blindé, et d'où ces instructions très claires de frapper pour intimider, de frapper des innocents, et de créer des violences inacceptables qu'on a dénoncées notamment aux défenseurs des droits, en leur rappelant l'importance de prendre en compte l'aspect systémique de ces violences, et non pas de traiter individuellement seulement ces procédures. Et donc le 16 novembre à 13h30, au tribunal judiciaire de Paris, je vous invite et vous incite fortement à venir avec nous pour assister à ce procès donc de ce membre d'une compagnie d'intervention qui a fracassé le crâne d'un étudiant de 18 ans, non pas pour en faire son procès, mais d'une part pour comprendre comment cet homme est arrivé à cette dérive, qui a des années de service, et d'autre part quelles ont été les instructions qui ont été données et quelles sont les véritables responsabilités dans ce qui s'est passé. C'est aussi une façon de vous dire que nous avons besoin de vous. Ces procédures, ce sont des années d'efforts sur lesquelles on ne peut pas vous enfermer au quotidien, qui nous mènent à des luttes homériques et d'une violence parfois crasse avec les parquets, avec les enquêteurs, avec les juges d'instruction, qui font tout pour servir le pouvoir de façon plus ou moins larvée, ou tenter de nous aider, mais de façon la plus discrète possible, en essayant au maximum de se reposer sur nous pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur leur carrière. Et donc cet effort qui est invisible, qui nous prend une énergie folle, qui n'est pas un effort que l'on puisse publiciter, évidemment, on ne va pas vous embêter sur chaque étape procédurale qui nous coûte une énergie et un temps, et évidemment même financièrement énormément, parce que les citoyens en question, nous les aidons évidemment gratuitement lorsqu'ils ne peuvent pas être accompagnés autrement. Nous refusons l'aide juridictionnelle sur ces dossiers. Eh bien, il use, d'autant plus qu'on nous le fait payer, comme vous l'avez vu, avec des tentatives de compromission, des menaces, des intimidations, voire des procédures particulièrement violentes pour en retour nous le faire payer. Et donc, votre soutien et votre conscience surtout, que nous restons à vos côtés, même dans ces moments de silence, elle est essentielle parce que c'est votre énergie qui, derrière, va nous permettre de tenir et de continuer à faire front pour s'assurer que demain, vous ne vous retrouviez pas seul lorsque, à votre tour, vous vous mobiliserez. Ça me permet de parler du Sénégal rapidement parce qu'il faut que les gens aient conscience du miracle qui a consisté qu'à travers cet effort collectif que nous avons mis en œuvre de recensement des violences, de juridicisation de celles-ci auprès de la Cour pénale internationale, mais aussi des juridictions européennes et demain, on l'espère, auprès des juridictions sénégalaises, on a cassé ce cycle de violence qui avait été lancé par le pouvoir. Et ça a privé le président de la République, son Excellence Macky Sall, de son seul instrument pour forcer un troisième mandat, et ça nous a permis de libérer cette voie. Est-ce que ça suffit à libérer Ousmane Sonko et à lui permettre de se présenter? Pas encore. Mais pourquoi? Parce que il vous faut
vous mobiliser. Nous ne pouvons servir que de rempart ou d'appui. Mais le corps citoyen, c'est lui qui est souverain. C'est cette expression populaire qui est nécessaire. Et je dis à Ziguinchor, il faut que vous soyez en masse devant ce tribunal en ce qui concerne la radiation d'Ousmane Sonko, parce que sinon, il y aura des élections sans le principal candidat du peuple à ces élections de février 2024, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y aura pas d'élection, c'est-à-dire qu'il y aura simplement une forme de simulacre de démocratie qui risque de nous atteindre très fortement. Et c'est aussi un appel, de façon plus générale, à veiller à ce que vous soyez bienveillants et surtout attentifs à tous ceux qui se battent au quotidien pour vous défendre, soit directement parce que vous êtes des acteurs mobilisés, engagés et pris dans ces processus, soit indirectement parce qu'à travers en fait, ces individus, c'est les droits de tous les citoyens que nous cherchons à défendre. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre engagement, nous avons besoin de votre chaleur et de votre présence, notamment le 7 novembre à 13h30, mais aussi des gestes que vous continuez de nous envoyer régulièrement, qui nous montrent que vous êtes encore à nos côtés et que ce que nous faisons a une utilité. Donc j'espère que vous serez là et on pense à vous très fort et sachez qu'on ne lâche rien, que seule la lutte libère et que dans ce contexte atroce d'instrumentalisation de questions géopolitiques, économiques et autres pour essayer de faire diversion culturelle et identitaire surtout, eh bien, il y a une ligne droite que nous avons commencé à construire et de laquelle on ne va en aucune circonstance dévier. Je vous embrasse très fort.